Ah, c'est bon. Bon, bah, bonjour à toi. Salut. Alors, première question, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre l'Académie des créateurs? Qu'est-ce qui m'a motivé à rejoindre l'académie? Eh ben, écoute, je pars toujours du principe dans ma vie que pour apprendre, il faut s'inspirer des gens qui ont obtenu un peu ce que tu veux obtenir. Donc, j'ai reçu un mail un jour de Vincent. J'ai adoré la personnalité, surtout son truc, tu sais, son histoire là de faire des films avec les sans-abri. J'ai trouvé ça absolument fantastique. Ça lui a causé quelques petits ennuis, mais moi, j'ai trouvé ça absolument génial. Ça m'a vraiment touché. Et puis, j'ai simplement pris rendez-vous avec lui pour lui parler. On s'est parlé plusieurs fois sur Zoom comme ça. Et puis, j'ai trouvé la personnalité intéressante. Il a quelque chose d'assez posé. On sent qu'il a du cœur et puis qu'il a vraiment envie d'aider les gens qui débutent. Et comme j'avais pas du tout d'expérience sur YouTube, bah, je me suis dit, ben, pourquoi pas démarrer. Et puis, ça m'a donné l'occasion de rencontrer des gens comme lui assez dingues. Après, comme j'étais en pleine préparation de mon spectacle, j'ai pas pu suivre tous les modules. J'ai suivi que le module 1. Et puis là, j'ai décidé de me remettre dedans. Donc, c'est là que j'ai vu ton interview, en fait, avec lui. Et puis que j'ai pris contact avec toi directement. Voilà, dans les grandes Cool, lignes. bah, c'est bien déjà que tu aies fait la démarche de me contacter. Et du coup, as-tu suivi d'autres types d'accompagnement, justement d'aide à la création, voilà, avant de Alors oui, rentrer? oui, alors là, je fais partie d'une troupe d'humoristes en Suisse. Donc, on se réunit tous les mardis soirs. Donc, on a des cours dans lesquels bah, on se challenge, tu vois. Chacun présente un petit peu son écriture de la semaine. On se regarde sur scène et chacun donne son feedback. Il y a également un prof. Et puis, dans l'énergie du groupe, il y a toujours des idées qui surviennent. Tu vois, c'est toujours plus intéressant d'avoir plusieurs cerveaux qui pensent à une Mmh, idée que d'en avoir qu'un. Surtout quand tu as un cerveau de coach sportif comme le mien. ouais. C'est bien d'en avoir trois ou quatre autres. Et puis, donc ça, c'était des cours que j'ai fait pour l'écriture. Sinon, j'ai toujours dans ma vie eu recours à des coachs pour dépasser certaines choses et pour aller plus vite, pour apprendre plus vite. Je trouve que le coaching, c'est vraiment magique. Faut juste trouver, je pense, la bonne personne ou le bon coach qui puisse, avec qui, on va dire une bonne entente pour justement, qui sait te comprendre, je pense aussi, c'est important parce qu'il y a parfois, il y a des mêmes coachs, je veux dire coach vocal qui va pas réussir à comprendre et du coup, moi je sais que j'ai une coach vocale et elle m'aide bien d'ailleurs et si elle regarde ça la vidéo, je la salue parce que du coup voilà, ça m'a beaucoup aidé quoi. Hem et je pense qu'elle se reconnaîtra, j'ai pas besoin de dire son nom, moi je peux dire c'est Emma, mais voilà. Mais voilà, du coup, c'est important, c'est comme un prof de chant. Je pense un prof de chant, une personne, un prof de chant va correspondre à une personne et moins à une autre. Et je pense que ouais, c'est chaque prof a son élève et chaque élève a son prof, on va dire. Ouais, carrément, carrément. C'est vrai, en coaching vocal, c'est marrant que tu parles de ça. J'en ai testé plusieurs et il y en a vraiment une avec qui ça matchait. Et elle a pas entrepris la démarche du coaching vocal comme les autres, si tu veux. Elle m'a parlé de l'énergie, elle m'a parlé de la gestuelle du corps. On commençait peut-être une demi-heure de cours avec des exercices de respiration, tu sais, pour faire monter l'énergie. D'ailleurs, je me rappelle les premiers cours, mais j'ai failli verser, je te jure. J'ai commencé à inspirer avec sa technique. Je commençais à avoir la tête qui tournait comme si j'avais bu 2 litres de rouge. Et puis, elle m'a expliqué en fait que c'était l'oxygène qui arrive à ton cerveau. Après, elle m'a fait des exercices au niveau de l'abdomen, au niveau du diaphragme. Et puis, on passait peut-être, allez, à 10 minutes à tout casser à chanter, quoi. Donc, il y Mm. avait une approche qui était complètement différente et qui m'a beaucoup parlé parce que tout ce qui est énergie, je le partage aussi dans mes coachings. Ouais. Et quand j'ai senti cette approche-là et j'ai vu les progrès qu'elle m'a apportés en prenant un autre chemin que ce que les coachs vocaux classiques empruntent, ça m'a plu. Donc, effectivement, si tu trouves le mec ou la fille avec qui ça match, avec qui tu es sur la même vibration, c'est clair Mm. que je pense que tu peux progresser beaucoup plus vite. Ouais, c'est vrai que tu dis le côté échauffement, le côté même des échauffements de mouvement, parce que la danse, faire c'est un peu faire de la danse, on va dire. Quand je dis la danse, c'est des mouvements de danse ou des mouvements de, euh, voilà, pour donner l'énergie. En chant, moi, elle me fait beaucoup faire ça. Et c'est important parce que ça met le chant, c'est vraiment dans le corps et dans l'énergie, et c'est ça qui est important, quoi. Ouais, carrément. Et quel type de structure juridique as-tu? Une Alors, association, une entreprise ou ouais. je suis en train de créer une association. J'avais une idée justement de créer une association justement pour tous les revenus des spectacles que je vais faire. J'avais l'idée en fait de créer une association pour aider les jeunes qui veulent débuter, qui veulent
qui veulent, par exemple, écrire un sketch ou créer un one-man show. Parce qu'à la base, je suis un grand timide. Donc, alors, j'avais la croyance que j'étais timide, à laquelle j'ai cru pendant longtemps, si tu Je pense que veux. c'est ça, c'est plus la croyance, je pense. C'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est marrant parce que enfin, je saute du coq. J'ai un cerveau qui va dans tous les sens. Donc, si je saute du coq à l'âne, il faut que tu me cadres, hein, d'accord? D'accord. Donc, j'avais cette croyance que j'étais timide. Donc, j'ai collé cette identité de timide pendant longtemps. Et puis, j'ai hésité pendant longtemps. J'avais ce rêve de gosse de faire un one-man show, d'être un comédien. J'ai toujours fait le clown quand j'étais petit. Et après, j'ai oublié. Je me suis mis dans la vie du quotidien. Je voulais faire du business, gagner des sous et puis avoir une entreprise. Et j'ai mis de côté un peu, tu vois, ce rêve-là. Et puis un jour, je me réveille à 35 ans. Je me dis, mais t'es con, c'est pas possible. Tu veux le faire depuis tout le temps. J'ai eu la mort de plusieurs amis qui m'ont marqué et qui m'ont fait prendre conscience que la vie peut s'arrêter maintenant. On ne sait pas ce qui nous arrive et ça peut s'arrêter comme ça maintenant. Donc, je me suis dit, maintenant, je vais commencer à écrire. J'ai commencé à écrire mon premier one-man show dans lequel je parle justement de la petite voix qu'on a tous dans la tête qui nous empêche de réaliser des trucs parce qu'on croit qu'on est timide, qu'on croit qu'on n'a pas confiance en nous. Et c'est juste des croyances en fait. Et qui te dit qu'un timide qui n'a pas confiance en lui ne peut pas réaliser un one-man show? Ça, c'est un peu le thème du spectacle. Et voilà, c'était quoi la première question? Ah oui, le statut juridique. Oui, tu m'as répondu association, c'est bien. Et est-ce que ta Voilà. chaîne de YouTube t'apporte une forme de liberté? Pas pour l'instant. Pour l'instant, je suis un débutant, je suis un bébé sur YouTube. J'ai une petite chaîne, je crois qu'il y a 2000 abonnés, donc c'est vraiment le début. Et puis, bah, j'apprends à faire des montages, j'apprends à faire en sorte que la vidéo soit plus ou moins attractive. Donc, pour l'instant, je suis vraiment au début Ouais, enfin, de le la... début, c'est déjà bien quand même d'avoir. Moi, pour moi, début, j'allais dire, c'est 100 abonnés, 500 abonnés. Là, le début, quand même, 1000, 2000, c'est quand même pas mal. C'est un bon début, quoi. C'est pas mal. Ouais, je m'inspire toujours des gens qui font ce job, tu vois. Il y a certaines personnes pour qui YouTube, c'est vraiment une source de revenus pour eux, tu vois. Ils vendent des formations, ou alors ils sont des YouTubeurs qui remplissent des salles de spectacle après. Donc, j'ai pas vraiment mis le focus là-dessus. Et puis, je pense que dans le futur, je vais plus le faire, ça c'est sûr. Depuis combien de temps es-tu entrepreneur? Ah, depuis très tôt, parce que j'ai un problème avec l'autorité. Je déteste recevoir des ordres. Je déteste rentrer dans le cadre. Et l'histoire qu'on nous raconte dans la société, comme quoi il faut faire des études, il faut travailler jusqu'à la retraite, ça me fait juste froid dans le dos. J'ai juste envie de vomir quand j'entends ça et j'arrive pas. Et dès que j'étais très jeune, j'adorais le sport, j'adorais le théâtre et la scène. Et j'ai choisi un métier à la base quand j'avais 15 ans avec l'idée de pouvoir avoir du temps libre dans la journée. Donc, tu sais ce que j'ai choisi comme métier? Vas-y. J'ai choisi la boulangerie parce qu'on travaille la nuit et on a Ah la oui. journée de libre. Donc, j'ai fait mon apprentissage. Et puis après, j'ai travaillé quelques temps. Et puis d'abord, un patron, ça ne me plaisait pas du tout. Donc, j'ai arrêté. Je suis parti en Allemagne pour apprendre l'allemand. Donc, normalement pendant un mois. Et puis au bout d'un mois, je ne parlais pas l'allemand parce qu'on avait fait la fête avec les Espagnols. Ça parlait anglais, ça parlait français. On avait pas mal Ouais, picolé, pas mal. surtout si d'être en Allemagne et de parler espagnol, du coup, tu parles plus espagnol parce que je vois pas le. c'est- Ouais. Non, non, mais ouais, quand tu es dans des auberges de jeunesse, on était dans une auberge de jeunesse, il y avait une étudiante mexicaine, je me rappelle, très très jolie en Ah plus, oui. une espagnole, il y avait un autre espagnol qui adorait picoler, il nous faisait de la... Comment ça s'appelle le truc espagnol là? Putain, je l'ai sur la langue. Tortilla? Non, c'est pas ça. Non, non, la boisson, la boisson. C'est le Ah, truc. euh, Ah, la sangria, il nous faisait sangria. Ah oui. la sangria dans une espèce de gros bol là, qui était prévu normalement pour faire la lessive. Et lui, il faisait des litres de sangria. Donc, je te laisse imaginer comment on a appris l'allemand, quoi. Et Ah après ouais. un mois, comme j'ai pas parlé l'allemand, j'ai appelé mes parents. J'ai dit, voilà, maman, je parle pas vraiment l'allemand. J'ai ma voiture qui est en Suisse. J'ai plus de sous. Donc, j'aimerais que vous vendiez ma voiture, que vous m'envoyiez des sous. Et puis, je vais rester en Allemagne. Donc, mes parents ont vendu la voiture. Ils m'ont envoyé des sous. Entre-temps, j'ai trouvé un travail de boulanger pour l'Oktoberfest, la fête de la bière à Munich. Et puis, je suis resté plusieurs mois. Et figure-toi qu'un jour, je vais te raconter une petite anecdote, parce que ça me vient à l'esprit maintenant. J'étais au Burger King. Je mangeais mon burger comme ça. Puis, il y a un mec qui me regarde comme ça, qui me mate comme ça. Je sais, qu'est-ce qu'il veut, lui? Parce qu'il me veut. Et puis, au bout d'un moment, il vient vers moi. Et puis, il me baragouine en allemand. Donc, j'ai compris un mot sur deux.
Et il me dit: «Ouais, je travaille pour les studios, je sais pas quoi, on recrute des acteurs pour un film et j'aime bien votre visage, est-ce que vous aimeriez faire un casting?» Et moi, j'ai dit: «Mais écoutez, je comprends pas vraiment ce que vous dites, il a dû se réexpliquer 3 fois pour que je comprenne. Et puis j'ai dit: «Oui, bah, oui, bien sûr». Donc on a fait un premier casting. Je me rappelle, c'était pour un film sur des gladiateurs. Ah ouais, C'était un truc sur des gladiateurs, donc j'ai fait un premier casting et là, il y en avait plusieurs qui étaient sur le casting. J'ai été retenu pour un deuxième casting et puis au deuxième casting, ils m'ont dit: «Écoute, on aime bien ton jeu, on aime bien, mais tu parles pas suffisamment bien l'allemand pour que ça puisse fonctionner. Donc ce qu'on te propose, c'est de te donner 1 000 €», je crois qu'ils me donnaient 1 000 € pour que je reste sur place durant le tournage, tu sais? Et tu sais ce que j'ai fait? des J'ai pris sketchs? les 1000 j'ai non, j'ai pris les 1 000 € et je suis parti, faire le tour de l'Europe de l'Est. J'ai fait Prague, j'ai fait Budapest, j'ai fait Bucarest, j'ai fait le tour de l'Europe de l'Est, j'ai rencontré plein de gens, on a rigolé, c'était génial. Ah Il ouais. m'a jamais rappelé pour le rôle et voilà, c'était juste pour la petite histoire. Ah ouais, c'est ouais, bah, après tu aurais pu lui dire, «Bah, je parle espagnol si vous voulez». Oui, c'est clair. Pourquoi avoir décidé de te lancer sur cette thématique? La thématique, de ta chaîne, par exemple? Si tu as Alors, une thématique? sur ma chaîne, au début, j'avais pas vraiment de thématique. Je me suis dit: «Bah, je vais partager qui je suis». Donc qui je suis, c'est autant le comédien que l'entrepreneur, que le coach qui aide les gens à perdre du poids sans faire de sport. Et j'ai commencé à faire des vidéos qui partaient dans tous les sens. Donc j'avais pas vraiment de cible et je me suis lancé comme ça. Et aujourd'hui, j'essaie de communiquer un peu plus sur l'aspect perte de poids, sur les gens qui veulent perdre du poids, qui ont tout essayé. Donc je fais des vidéos, sur ce thème-là. Et puis je travaille, la comédie sur scène, plutôt dans la vraie vie, la vie physique. Mais c'est vrai que la création, de vidéos humoristiques, ça me manque et j'adore faire ça. Donc il y a les deux idées. Il y a l'idée de créer une chaîne YouTube avec une thématique précise et puis il y a l'autre idée un peu plus holistique qui dit: «Non, mais ta chaîne YouTube, c'est toi, donc tu dois dire exactement ce que tu es toi sans tricher. Tu dois être authentique». Donc je suis un petit peu, si tu veux, aujourd'hui le cul entre 2 chaises, voilà, est-ce que je mets focus sur, voilà, chaîne YouTube, perte de poids, ça c'est mine de rien ce qui me fait vivre aujourd'hui, ou alors est-ce que j'ai le côté comédien qui se sent un peu frustré de ne pas pouvoir faire des vidéos et qui aimerait quand même publier des vidéos? Donc j'ai pas vraiment de cible aujourd'hui et c'est certainement sans doute une erreur, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Bah, en fait, c'est marrant parce qu'en fait, j'avais un peu cette, là, avant d'enchaîner sur la prochaine question, c'est vrai que c'est un peu ce que moi, enfin, au départ, enfin, là, j'ai 2 chaînes et il y en a une, je mets un peu de côté, effectivement, le côté plus, comédien où je m'exprime, danse, où j'avais fait c'était moins structuré et le fait que j'avais fait, bah, du coup, j'ai fait le séminaire fin janvier et effectivement, ça partait, et même Vincent m'a dit que ça partait dans tous les sens et le fait Ouais. que du coup ça, c'est du coup je suis en train de me dire de pas forcément la supprimer parce que je voulais dire peut-être la supprimer mais ça risquait de me frustrer et me dit peut-être Bien la sûr. garder et en faire, et voir comment je peux faire pour, exprimer ce côté comédien, danseuse, chanteuse parce que je suis polyvalente Bah, ouais. et l'autre, chaîne, bah, cette chaîne-là justement les rendez-vous de Miss Malice, bah, m'utiliser pour les interviews et tout ça donc dissocier un peu les 2 et je pense qu'effectivement tu devrais faire pareil, faire 2 chaînes, différentes comme ça tu te frustres pas et tu mélanges pas forcément tout, je pense. Ouais, c'est clair, ouais, c'est vrai que c'est Ça demande du frustrant quand travail de faire 2 chaînes, mais en même temps, c'est ouais. intéressant d'avoir quand même, au moins on voit tes 2 univers et tu peux t'exprimer sans te frustrer. C'est vrai que c'est tellement de travail déjà de développer une chaîne que j'ai eu cette réflexion au début, puis après je me suis dit: «Mais c'est déjà tellement de job». Tu sais, quand tu fais des interviews, tu imagines le travail que ça te demande. Si à côté tu dois développer une autre chaîne, donc ouais, je sais, ou alors créer des playlists, tu vois? Des playlists perte de poids, des playlists comédiens. On m'a dit ça aussi, tu peux avoir la chaîne YouTube Thierry Darbelay Ah oui. qui communique clairement: «Je suis comédien, coach sportif», avec une playlist comédien, une playlist coach sportif et puis, c'est aussi une possibilité. Donc je n'ai pas encore trouvé
la solution idéale pour moi. Je pars tellement dans tous les sens, je te jure, mon cerveau, c'est un feu d'artifice. Bah, on C'est le est deux bordel. comme ça, on part dans tous les sens. C'est le bordel. C'est le bordel dans ma Je pense que ça tête. doit être les comédiens, ils partent tellement dans tous les sens, il faut les canaliser, les structurer. Je pense que Ah ouais, ouais, non, c'est terrible. Ça, c'est le tendon c'est d'Achille le, de ma vie, je te jure. ouais, le défaut des comédiens, je pense. As-tu bah, du coup, j'allais dire une autre thématique qui te tient à cœur, mais du coup, tu l'as peut-être répondu. Quel est ton métier d'origine? Alors, comme je t'ai dit, moi, j'ai fait un apprentissage de boulanger-pâtissier. Ensuite, je suis parti en Allemagne et je suis rentré en Suisse pour faire l'armée. Donc, j'ai travaillé dans l'armée. Donc, j'ai fait mon école. Allez, en Suisse, tu as l'école de recrue obligatoire qui dure 4 mois. Après, tu peux grader, donc devenir sous-officier. Ça, soit tu choisis de le faire, soit on te l'impose. Moi, j'ai choisi de le faire parce que pour moi, l'armée, c'était une école de vie magique. Et puis ensuite, j'ai fait mon école d'officier, donc pour devenir lieutenant. Et puis ensuite, tu refais 4 mois. Donc, j'ai travaillé quasiment 2 ans dans l'armée. C'était une expérience magique parce que tu as tout. Tu as tous les niveaux sociaux, tu as tous les genres de personnalités. Tu as des comédiens, tu as des mecs qui sont universitaires, tu as des mecs qui sont agriculteurs et tu as tous le même habit. Tout le monde est dans un petit peu dans la même douleur, dans la même merde, si tu veux, et chacun doit s'entraider. Et j'ai trouvé que dans la vie normale, pour mettre un mot, ce n'est pas quelque chose que je retrouve dans le quotidien. Tu vois, il y a les niveaux sociaux et puis on ne parle pas tous le même langage. À l'armée, tu es obligé. Tu es obligé, tu es dans le même lit. Pas le même lit, pas le même lit, enfin, ça dépend pour qui, mais dans le même dortoir. Euh, Tu te lèves à la même heure, tu es soumis aux mêmes ordres et puis tu dois t'aider. Si tu t'aides pas, ben, c'est plus difficile. Donc, j'ai appris la camaraderie, j'ai appris le leadership, le management, et j'adore ça. J'adore comprendre l'humain, diriger une personne, mais diriger une personne avec la bonne psychologie. J'ai trouvé ça fascinant, en fait. Et puis après, j'ai lancé mon activité de coach sportif, j'avais 22 ans. Justement, comme je te disais tout à l'heure, hors ligne, j'aime pas l'autorité, j'aime pas le, 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 le tableau qu'on nous peint de la société actuelle, faire des études, travailler, avoir un job, faire du 7 heures le matin, 17 heures le soir, je peux pas. Moi, je fais ça 3 jours, je me pends au milieu de ma chambre. Donc, j'ai voulu vraiment créer mon truc à 22 ans qui était dans le coaching sportif. Donc, j'ai fait une formation de coach sportif et j'ai lancé mon activité à cette époque-là. d'accord. Voilà. Et oui, parce que le côté routinier, métro, boulot, dodo, ça peut être très ennuyeux. Oh, Ouais, c'est horrible. c'est, ouais. C'est mieux d'avoir ses propres horaires, toujours effectivement, il faut avoir une structure ou dans le sens, faut être rigoureux quand même, ce qui est un peu difficile aussi pour moi, mais je pense qu'il faut effectivement, enfin, c'est vrai que c'est d'avoir des horaires, ses propres horaires, c'est quand même plus sympa, quoi. Ouais, c'est clair. Après, il y a des moments difficiles parce que des moments où tu as moins de clients. Mm. Donc, il faut gérer au niveau des différentes peurs que certains peuvent avoir. La peur de manquer, la peur de ne pas réussir, la peur de communiquer, la peur de vendre. Tu vois, tu es confronté à beaucoup de choses quand tu te lances à ton compte et puis ça te permet de travailler sur toi aussi. Donc, ça, j'ai trouvé intéressant. Après, je vis très simplement. Tu vois, j'achète quasiment pas de fringues. J'ai lu un bouquin sur le minimalisme, ça m'a beaucoup parlé. Et puis, je peux vivre avec très peu. Donc, ce qui m'empêche pas d'entreprendre, mais j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir un appartement où il n'y avait pas beaucoup de choses, de me débarrasser du maximum de choses. J'ai libéré mes armoires, j'ai donné ça. Mm. En Suisse, on a des sacs qu'on peut donner à des gens qui ont moins de moyens, à des gens qui sont un peu plus pauvres. Donc, j'ai bazardé la plupart de mes fringues. Et Et aujourd'hui, tout ce que j'ai, ça, c'est pas évident, effectivement, de se débarrasser parce que parfois on a envie de garder, on se dit, ah, ça peut servir pour plus tard ou ça peut. Et c'est vrai qu'on a du mal à lâcher prise même sur les objets ou le matériel, alors qu'effectivement, il faut se dire, maintenant je me dis, bon, après, de toute façon, dans la vie, soit on perd tout et quand on meurt sans rien, enfin, voilà, ah on ouais, part sans rien. Donc je me dis, effectivement, il faut apprendre à lâcher, mais c'est vrai que c'est pas évident c'est bien effectivement ce que tu as fait d'essayer de vider le maximum parce que c'est pas facile, c'est pas quelque chose d'évident. c'est clair. Il y en a qui n'arrivent pas et qui sont attachés à des objets. Et quand tu creuses un petit peu, mais tu t'aperçois que c'est un lien émotionnel, mais qui n'est pas vraiment logique. Tu vois, imagine, tu as 18 paires de chaussures, tu mets toujours les mêmes. Pourquoi tu as 18 paires de chaussures dans ta garde-robe, quoi? Des jeans, j'en avais 15, je crois, 15, et je mettais toujours les mêmes en plus. Ah Je oui. dis, mais je suis con, quoi. J'ai toujours les trois mêmes jeans qui étaient troués en plus.
Mes t-shirts, je mets toujours les mêmes. Mes chaussures, j'adore mes chaussures blanches. Là, je mets toujours les mêmes chaussures. Pourquoi À quoi ça me sert le reste? Il y a des gens qui aimeraient bien porter ces chaussures et qui n'en ont pas. Donc, j'ai dit, mais comment? Je suis tellement égoïste de garder tout ça pour moi. Ça va pas. Donc, il faut que je change quelque chose dans ma vie. Et là, j'ai pris des gros sacs de poubelle, j'ai vidé mon armoire, j'ai vidé mes fringues, j'ai vidé toutes les choses que j'avais, j'ai tout donné. Et puis là, j'ai un projet d'aller vivre dans un, tu vas rigoler, mais dans un camping. Je vais vivre dans un mobil-home, dans un camping, Ah, c'est cool ça! avec ma C'est chérie. sympa. Ouais, ouais, ouais. C'est une expérience, on va voir. Ouais, c'est sympa. Non, mais c'est ouais, c'est là, au grand air, à l'air frais, c'est cool. Ouais. Et ouais, et du coup, alors attends, pardon, je me suis perdue. Oui, et donc, enfin, t'as un job à côté alimentaire où tu arrives à en vivre, du coup, Ouais, je suis coach sportif, donc donc d'accord. j'ai un programme. Et Je qu'est-ce fais qui du te plaît coaching en dans ligne. ça? Qu'est-ce qui te plaît, du coup, dans ça, en fait, du coup, dans le Alors, là, je coach les gens ouais, pas mal en ligne sur Internet. Donc, j'ai des programmes qui me permettent de suivre les gens en ligne avec un programme de 21 jours où j'aide les gens à perdre du poids entre 6 et 10 kilos en 21 jours sans faire trop de sport. Donc, ça, c'est une activité qui me fascine parce que quand tu as quelqu'un qui t'écrit un WhatsApp, oh là là, j'ai perdu mon téléphone, qui t'écrit un WhatsApp le matin et qui te dit j'ai enfin réussi à passer un pantalon 36, ça fait des mois et des années que j'arrivais plus, et puis ça lui a donné le sourire. Donc, ça, c'est génial parce que tu aides les gens à prendre conscience que c'est possible de changer. Tu vois, changer ton corps, changer ton mental, ton esprit, changer de vie, c'est possible. C'est juste qu'on est limité par des peurs, des croyances ouais. qui nous limitent, tu vois. On Mmh, croit que c'est pas possible de perdre 6 kilos en 21 jours. Mais bien sûr que c'est possible si tu fais les bonnes choses, tout est possible. mmh. Donc j'aime bien avoir Faut l'impression juste avoir les d'avoir, bonnes méthodes et les bons, voilà, le bon rythme, et ouais, c'est ça. Mmh. avoir l'impression à la fin de ma journée d'avoir servi à quelque chose. Ça me plaît, quoi. J'aime bien. Donc j'aime bien m'amuser, donc ce job-là m'amuse et tant que ça m'amuse, je le fais. Donc pour moi, c'est un curseur. Dans ma vie, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je fais les choses qui m'amusent. Et à partir du moment où je ne ressens plus de joie à faire le truc, je change, quoi. Je le fais plus, je fais autre chose. Et pourquoi avoir choisi ce métier? Je pense que tu l'as peut-être dit, tu veux peut-être rajouter quelque chose, je sais pas. Pourquoi avoir choisi ce métier, en fait? Qu'est-ce qui t'a J'ai toujours été passionné par le sport, la nutrition. Depuis tout temps, bah, je fais attention à ce que je mange. J'aime bien boire un petit verre de temps en temps, mais je garde toujours un certain équilibre. Et puis, j'ai toujours fait du sport. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire de ma passion mon métier, mmh. quoi. Voilà. Que disent tes parents par rapport à ton métier d'entrepreneur? Est-ce qu'ils te soutiennent ou ils t'ont-ils toujours soutenu? Alors, j'ai l'impression que, bah, je ne sais pas vraiment s'ils comprennent ce que je fais. Quand je dis je travaille un peu sur Internet, pour eux, c'est un petit peu, tu vois, c'est un peu flou, quoi. Donc, mais ils m'ont toujours soutenu dans tout ce que je faisais. Tu vois, j'ai créé un one-man show, donc dans lequel je parle à mes parents. Je dis à mes parents que moi, je suis arrivé un petit peu dans la famille un peu à l'improviste. Ça, c'est ce que je dis dans le spectacle. Et je me rappelle la première représentation, mes parents étaient dans la salle. Il y a un moment donné où je me livre carrément et je dis voilà, ben, papa, tu étais jeune, tu avais 19 ans, tu as fait ce que tu as pu. Moi, si j'avais été à ta place, ben, j'aurais certainement pas fait mieux. Et puis, je fais une sorte de confidence. Et puis, je leur dis que même si à un moment donné dans ma vie, j'ai ressenti de l'incompréhension, de la tristesse ou un manque de communication qui m'a fait souffrir, ben, aujourd'hui, j'accepte ce qu'ils m'ont donné parce que ce qu'ils m'ont donné, ça fait qui je suis aujourd'hui. Et si aujourd'hui, j'ai cette envie de faire de la scène pour partager mon énergie, si j'ai cette volonté d'aller au bout des projets qui me tiennent à cœur, ben, c'est grâce à mes parents parce que mon père était un sportif et quand on était petit, je me rappelle, il nous amenait au sommet de la montagne. Il savait que si j'étais derrière lui, ben, on allait aller jusqu'au sommet, mais si j'avais des pieds en sang. Donc, il m'a vraiment inculqué des valeurs hyper profondes et je suis hyper reconnaissant, tu vois, pour ça. Et ma maman, c'est quelqu'un qui est hyper altruiste, elle adore les gens, elle s'occupe beaucoup des gens. Donc, elle m'a aussi partagé quelque part ça. Et je pense qu'en tant qu'enfant, enfin pour moi, à un moment donné, je me disais que j'aurais attendu autre chose. Tu vois, je me disais, pour moi, apparence, ça ne devait pas être ça, ça ne devait pas être ça. J'attendais autre chose. Et puis après, avec le recul, je me suis dit, non, mais en fait, ils ont été parfaits pour moi. Ils ont été juste extraordinaires. Et si aujourd'hui, je fais ce que je fais, c'est grâce à eux. Donc, dans le spectacle, il y a cette partie
où je me livre et je pense que c'était un peu comme un électrochoc, tu vois, pour eux. Moi, je viens d'un petit village de montagne, on ne communique pas vraiment. Et quand ils étaient dans la salle, je te jure, c'était un moment Mmh. assez intense et c'est très fort en émotion, tu vois, autant pour moi que pour eux, j'imagine. Donc, oui, j'ai la chance d'avoir encore mes parents, déjà ça. Mmh. Et puis, j'ai de la chance d'avoir vécu ce que j'ai vécu dans mon éducation, ça c'est sûr. Et oui, parce que c'est vrai que c'est pas évident de jouer devant un public qu'on connaît pas, mais encore plus quand c'est des personnes, des proches. On a souvent plus le trac quand c'est des proches qui viennent nous voir, que ce soit des amis ou de la famille, et encore plus la famille. Et du coup, effectivement, que ce soit les parents, bah, on a peur parce on a peur soit on veut être au top, donc du coup, on a peur de mal faire. Voilà, donc c'est effectivement, on a souvent encore plus le trac. Quand c'est des proches ou de la famille qu'un public inconnu qu'on ne connaît pas. C'est As-tu sûr, ouais, oui, oui, je t'écoute. c'est sûr. Et tu disais la peur de mal faire, ça c'est clair. Et j'ai beaucoup de trac avant de monter sur scène. J'ai toujours le trac. Moi, je vais vomir. Je suis vraiment pas bien avant de monter sur scène. À chaque fois, je sais pas pourquoi, j'ai encore pas trouvé la solution Mais pour après, il y a le s'arriver. track, il y a le bon track et le mauvais track. Il y a le mauvais track qui fait que là, effectivement, tu dois l'éliminer. Et il y a le bon track qui, chaque artiste, on est obligé d'avoir le track. Sinon, si tu n'as plus le track, bah, faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Enfin, est-ce que c'est parce que ça fait partie, ça, il y a le track qui est l'adrénaline qui nous pousse et ça, c'est ce que j'appelle le track positif. Et négatif, c'est celui qui nous fait, bah, je sais pas comment l'appeler, mais celui qui nous fait stresser pour rien et qui nous empêche de respirer, on va dire. Mais je pense il faut quand même du trac. Il faut réussir à le canaliser. Je dis ça, je suis la première à avoir le trac et a du mal à le canaliser, mais je pense que ou à avoir l'ancrage. Et c'est un travail que je fais régulièrement, mais c'est vrai que c'est important. C'est pour justement pouvoir avoir réussir à contrôler son track. Je pense que c'est Ouais, ça, c'est au niveau du contrôle en fait. ouais, c'est ça. C'est ça. As-tu reçu des critiques? Oui, vas-y, je t'écoute. Oh, pardon, à chaque fois, vas-y, Non, j'écoute. vas-y, vas-y. Je disais justement que j'apprenais à gérer tout ça. C'est un chemin, quoi. Ça prend du temps. Ouais, c'est ça, c'est que ça prend beaucoup de temps. As-tu reçu des critiques sur ton contenu, tes vidéos et tes thèmes? Si oui, arrives-tu à en faire face? Et comment, du coup? Oui, alors oui, oui, carrément. Attends, tu rigoles. Du coup, En comment fait, tu arrives à en faire face, du coup, à faire face à ça? alors, premièrement, je ne prends pas du tout personnellement les messages négatifs. J'ai une vidéo qui a 16 000 vues sur Internet et il y a pas mal de commentaires négatifs parce que j'explique une méthode qui fonctionne et qui apporte des résultats qui paraissent fantastiques. Et certains disaient ouais, ce mec est un mythomane. Je ne sais plus exactement. Je ne les lis pas, en fait, les commentaires négatifs. Et chaque personne qui ont suivi mon programme, qui ont été satisfaites du service, souvent répondent eux-mêmes à ces commentaires négatifs. Donc, moi, je ne les supprime pas, je les laisse parce que j'ai rien à cacher. Et puis, je pense qu'un commentaire négatif, bah, la personne, elle a le droit de pas t'aimer, quoi. Si elle t'aime pas, Mmh, si elle n'aime pas ton contenu, c'est son droit. Mais ce qui ne veut pas dire que c'est quelque chose contre toi, tu vois. C'est pas la personne en soi qui est visée. Je me sens pas visé en tant que personne. C'est juste l'idée que j'ai partagée sur une vidéo que j'ai mise sur YouTube qui n'a pas plu à quelqu'un, qui avait peut-être passé une mauvaise journée, qui avait peut-être une vie un petit peu difficile à ce moment-là et qui a dû trouver un exutoire derrière son écran pour écrire une insulte. Et puis peut-être que ça lui a fait du bien. Et tant mieux pour elle. Mais je pense que la clé, c'est de ne pas prendre des choses personnellement, de se détacher du regard des autres. Comme quand tu fais du bodybuilding ou du fitness, tu es critiqué, tu es jugé. En tant que coach sportif, on a l'impression que tu es un mec qui est con comme ses pieds et puis qui pense qu'à ses muscles. Donc, tu es forcément jugé, tu es critiqué. mmh. Mais je pense que les autres, ils ont toute la liberté de te juger, de te critiquer. Mais toi, de ton côté, bah, tu as toute la liberté de les ignorer. Et je pense que ignorer, c'est la clé, quoi, quelque part. Mais c'est vrai que se détacher, c'est assez, c'est encore, je veux dire, enfin, on travaille tout le temps sur soi, mais c'est encore un travail qui est vraiment, j'allais dire de longue haleine, dans le sens que c'est vraiment difficile à essayer de se détacher, que ce soit du résultat ou se détacher, ouais, des critiques c'est, c'est vraiment pas facile parce que ouais, c'est pas évident. Alors, Et, je pense qu'à partir du moment où tu crois que c'est pas facile, c'est clair, ça ne deviendra pas facile. Maintenant, si tu arrives à te faire un déclic instantané en te disant, mais pourquoi je dis que c'est pas facile? Peut-être qu'il y a des gens comme moi
qui ont réussi à le faire tout à fait facilement. Donc, Mmh. encore une fois, là, on croit que c'est pas facile de se détacher du regard des autres, mais ça peut se passer en un instant quelque part. Donc, il suffit juste de se le dire, il suffit juste d'observer, de te positionner comme observateur de toi-même et d'observer qu'est-ce qui te dérange finalement dans la critique. Est-ce que c'est la peur de ne pas être à la hauteur? Est-ce que c'est la peur d'être jugé? Est-ce que c'est la peur de la critique? Il faut juste observer quelle est la peur qui est derrière cette croyance que c'est difficile de se détacher du regard des autres. Et je pense qu'à partir du moment où tu t'en bats les couilles de ce que les autres pensent de toi, d'ailleurs dans mon spectacle j'en parle, je dis ce que les autres pensent de toi, JMBLC, je m'en bats les couilles, j'ai un personnage qui est gay, c'est une grande folle, et c'est tous les personnages qui ont existé, hein, je te jure. Et j'avais un prof de Zumba, il était gay, et j'interprète le personnage comme il était, donc je ne dis pas que tous les gays sont exubérants, donc j'ai des amis qui sont gays qui sont tout à fait normaux, Mmh. mais dans le spectacle, je joue un personnage gay qui est prof de Zumba, avec un collant blanc, un t-shirt rose, et qui danse et qui chante et qui s'en fiche vraiment de ce qu'il dit. Il pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense. Et puis dans le sketch, à un moment donné, il dit ce que les autres pensent de moi, je m'en bats les couilles. Et moi, j'explique après que lui, ça a été mon plus grand maître spirituel, si tu veux. Donc, j'ai voyagé en Inde, j'ai rencontré des gens qui parlent de spiritualité, etc. Mais Fabio, dans le spectacle, il parle de ça. Il m'a beaucoup aidé à me détacher du regard des autres parce que si tu es toi-même, tu t'en fiches. Tu fais les trucs que tu as envie de faire, que ça plaise ou pas, ça veut rien dire par rapport à toi. Mmh. Comment as-tu commencé ton parcours? Le parcours de comédien ou le parcours de coach sportif? Bah, ton parcours de enfin de ouais, on va dire ça, là on est dans la formation, c'est-à-dire que ou alors quelle formation as-tu suivi, tu vois? C'est voilà, c'est le parcours, les 2 tu peux en parler des 2 enfin oui, ton parcours de coach sportif, parce que du coup c'est sur, ça ton métier peut-être? Ouais. Alors, si tu veux, pour commencer en tant que coach sportif, ben, j'ai toujours pratiqué du sport. Depuis que j'étais très jeune, à 13 ans, j'avais des gros problèmes de dos. J'avais un spondylolisthésis, donc c'est un déplacement de la colonne vertébrale au niveau des lombaires et du sacrum, et que j'avais très mal au dos. Et mon médecin m'a dit, la seule clé pour toi, c'est la muscu. Il faut renforcer ton corps pour qu'il protège ton dos. Donc, j'ai commencé très tôt. J'ai été fasciné par le fait qu'on pouvait transformer notre corps avec les bons exercices, la bonne nutrition, et puis j'ai continué là-dedans. Et un jour, je me suis dit, ben, pourquoi pas en faire mon métier? J'adore ça et j'adore partager, j'adore enseigner. Donc, je me suis dit, je vais partager cette passion à des gens. Et quand j'ai commencé ici en Suisse, on me disait, mais jamais personne ne va payer pour un service. Un abonnement de fitness, ça coûte déjà très cher. Qui va payer? À l'époque, c'était 70, 70, on dit en Suisse 70 francs de l'heure. Maintenant, c'est un peu plus cher. Les gens me disaient, non, mais ils ne vont pas payer, tu rêves en couleur. Et un jour, j'ai été voir mon patron et je lui ai dit, écoute, là, je vais partir, je vais faire mon chemin et je vais devenir personal trainer. Et je me rappelle comme si c'était hier. Il me regarde dans les yeux et il m'a dit, je te donne 3 mois pour revenir vers moi en rampant, en me suppliant de te réengager. Et ça a été le moteur qui m'a permis d'avoir la rage de jamais retourner vers lui. Je te jure, cette phrase, ça a été la phrase la plus motivante de ma vie. Quand il me regarde dans les yeux comme ça, puis il me dit, je te jure, je te donne 3 mois Mmh. pour revenir en rampant. Il m'a dit en rampant pour que je te réengage. J'ai dit, OK, merci, merci. Du C'est coup, la plus grande tu preuve de jamais plus motivation. revenu, tu jamais plus revenu le voir, quoi? Non, et tu sais le pire, je crois 10 ans plus tard, je l'ai contacté au téléphone et je lui ai dit, j'aimerais bien t'interviewer parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès. Et je lui ai dit, j'aimerais bien t'interviewer. Et dans l'interview, je lui ai dit, tu te souviens de la phrase que tu m'as dit quand je suis parti? Bah, aujourd'hui, j'aimerais te remercier parce que c'est la phrase qui m'a le plus motivé dans ma vie. Ah oui, Et j'ai encore les frissons quand j'en parle, je te jure. c'est bien Et ça, voilà, c'est bon. j'ai fait une vidéo avec lui. Ouais. Quelle formation as-tu suivi si tu en as eu suivi des particulières, des formations, que ce soit la formation de la vie ou une formation spécifique d'une école? Alors, c'est très bien, la vie. La vie m'a appris beaucoup de choses. J'adore lire, j'ai des bouquins plein ma bibliothèque. J'adore lire, donc j'apprends. Je m'inspire beaucoup des gens avec qui j'ai un bon feeling et qui ont un peu un parcours qui m'inspire. Donc, j'observe un petit peu ce qu'ils ont fait et je leur pose des questions. Donc, j'apprends beaucoup en communiquant. J'ai fait une formation de coach sportif en Suisse dans une école. Et puis là, j'ai créé mon one-man show sans vraiment avoir de formation. C'était vraiment de manière tout à fait authentique, spontanée.
Et puis là, je me suis mis dans une formation avec d'autres comédiens où j'apprends. J'apprends également avec un prof à améliorer un peu l'écriture, avoir des petites astuces au niveau du jeu aussi. Donc, voilà, dans les grandes lignes, comment j'ai appris. J'ai participé aussi à un cours de développement personnel il y a 10 ans aux États-Unis qui m'a beaucoup permis de comprendre certaines choses et qui me permet de me motiver au quotidien, en fait, motiver de rester connecté avec mon cœur au quotidien. Et c'est une formation audio, donc tous les jours, j'écoute des audios et ça m'aide énormément d'écouter des audios, de rencontrer du monde, de lire des bouquins. C'est quelque chose que je pratique vraiment tout le temps. Mmh. Oui, c'est important d'être dans l'action pour pas perdre l'énergie ou le rythme de la dynamique, ouais, de notre dynamique, quoi. Exactement. As-tu suivi des coachings privés justement pour t'aider à, bah, que ce soit dans la structure ou ailleurs, à toi, enfin, ouais, des coachings privés? Oui, alors donc je suis coach sportif et je suis un grand consommateur de coaching. Donc déjà pour le spectacle, j'ai pris un metteur en scène qui est un coach quelque part, qui m'aide dans les déplacements sur scène, donc il me coach. J'ai pris un coach pour apprendre à faire du business online parce que je ne savais pas le faire. Donc j'ai pris un coach qui m'a appris un petit peu les astuces, comment créer tout ça, comment avoir un autorépondeur automatique. Voilà, j'ai appris avec un coach et puis j'ai chaque fois recours à un coach quand je veux apprendre quelque chose plus rapidement. Donc oui, c'est un service que j'utilise beaucoup. Et as-tu suivi des séminaires ou des stages pour aider justement à la mise en place de ta structure ou à rencontrer des personnes? Enfin, voilà, est-ce que tu as suivi un des séminaires ou des stages? Oui, alors moi j'ai suivi la formation d'un mec extraordinaire qui s'appelle Martin Latulippe, qui a créé, ça s'appelle l'Académie Zéro Limite. Et dans son académie, tu apprends comment vivre de ta passion sur le web ou alors même comme conférencier. C'est hyper complet comme formation de A à Z. Donc j'ai suivi cette formation-là. Et puis j'en ai suivi des tonnes et je me suis rendu compte quelque part que certains formateurs t'enseignaient des choses en disant, voilà, bah, moi j'ai réussi à accomplir certaines choses. Si tu veux réussir à accomplir la même chose, il faut que tu fasses comme moi. Et j'ai suivi un petit peu cet état d'esprit au début. Et puis après, je me suis rendu compte que, en fait, je ne suis pas lui, je suis moi. Donc, comment j'ai pu croire à un moment donné de ma vie qu'il fallait que je devienne comme lui pour être quelqu'un. Donc, j'en parle dans mon spectacle. Je dis que souvent, derrière des discours marketing qui sont hyper bien rodés, bah, ces gens-là savent exactement où appuyer chez toi où ça fait mal, en te faisant croire que tu n'es pas assez ceci ou cela et que tu dois devenir plus. Et souvent, tu arrives dans une formation où tu t'aperçois que tu deviens quelqu'un que tu n'as pas forcément envie de devenir. Donc, moi, c'est la prise de conscience que j'ai eue. Donc, maintenant, je m'approche vraiment de coach avec qui, que je te disais tout à l'heure, avec qui j'ai un bon feeling, que je ressens bien, que je sens que c'est une personne authentique et qui va m'aider à déployer qui je suis moi et qui ne va pas m'apprendre à devenir lui. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je dis, Hmm. mais à un moment donné, je me suis pas mal perdu dans ma vie avec ces séminaires et je me suis éloigné de mon essence quelque part, tu vois. Et quelles sont tes sources d'inspiration? Jim Carrey, j'adore Jim Carrey, c'est un comédien et un humain que je trouve hypersensible, hyper talentueux. Je suis fasciné par la manière qu'il a de transformer son visage, je trouve ça magnifique. Il y a, il y a, en Inde, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Amma. Amma, c'est une dame, c'est une indienne, elle prend des gens dans les bras, Hmm, elle fait le ouais. tour du monde, elle prend des gens dans les bras. Et c'était extrêmement puissant ce que j'ai vécu en Inde et je ne peux pas l'expliquer avec des mots parce que je suis arrivé à côté d'elle, mon corps a commencé à pleurer, je ne sais pas pourquoi, j'ai été absolument bouleversé. Et c'est une personne en fait qui a voué sa vie à prendre des gens dans les bras, c'est un truc complètement dingue. Donc ça m'inspire énormément de partager autant de compassion dans le monde, c'est incroyable. Puis après, il y a certains acteurs qui m'inspirent, j'adore Jean Dujardin, je trouve que c'est hallucinant, c'est Hmm, un ovni quoi. Comme je disais tout à l'heure, ouais, quand on ouais, était ensemble, ouais, ouais. il n'a pas fait de cours, il n'a pas fait de formation et on sent il est lui-même, tu vois, il fait son Ouais. truc et Hmm, il le fait avec son cœur, il a du talent et il a été dans la direction de ce qu'il est. Enfin, c'est mon interprétation, mais j'ai le sentiment que c'est ça, quoi. Donc, tous ces gens qui osent être qui ils sont, je te parle d'acteurs, mais ça peut très bien être
des gens de mon village, mon père, ma mère, ça peut être des gens Ouais, tout simples. des gens où ils vont, qui vont vers là, là où les choses leur fait vibrer en fait, vers des choses qui les font vibrer en fait, qui les font, ouais, c'est ça, vibrer, c'est le mot, qui les font, bah ouais. Ouais, c'est ça. Et je trouve de l'inspiration à travers chaque personne. Tu vois, mon papa, par exemple, c'est quelqu'un qui est hyper généreux. Et cette générosité, elle me touche et elle me bouleverse, quoi. Et c'est pas quelqu'un qui communique, mais c'est quelqu'un qui est tellement généreux et il communique de cette manière-là. Donc, il communique à travers le sport. Et moi, j'ai tout appris grâce à lui. Donc, ma mère, elle est tellement généreuse, tellement altruiste. C'est des facettes de personnalité qui me fascinent. Elle rend service vraiment à tout le monde. Et donc, tu vois, l'inspiration, elle peut se trouver pas forcément dans des gens qui ont réalisé des choses extraordinaires, mais elle peut se trouver dans un clochard. Tu vois, j'ai une idée qui me vient à l'esprit maintenant. Mmh. J'étais à la gare en Suisse, à Lausanne, et il y avait un clochard par terre. Et là, je sors mon porte-monnaie, comme tout bon chrétien, je prends un billet de 20 francs et je vais lui donner. En pensant, tu vois, faire quelque chose de bien, mais le type me regarde dans les yeux et il me dit: «Je t'ai rien demandé». Qu'est-ce qui te prend de me donner 20 francs? Je t'ai rien demandé. Pourquoi tu me donnes 20 francs? C'est pour te rassurer toi ou c'est pour me faire du bien à moi? Putain, ça m'a foutu une claque. Ça Ouais. m'a mis une claque dans ma gueule. Je me suis dit, mais en fait, si j'ai voulu donner 20 francs, ma principale idée, elle était égoïste. En fait, elle était pour me prouver à moi-même que j'étais une bonne personne. Et le mec, il m'a rien demandé, en fait. Et ça, c'était un moment de leçon de vie incroyable. J'ai pris conscience, en fait, de pourquoi je faisais certaines choses dans ma vie. En pensant être quelqu'un de bon, je m'aperçois que c'était juste pour caresser mon ego quelque part. Mmh. Et ça a été une sacrée leçon. Donc, tu vois, l'inspiration, ça peut se trouver partout, quoi, même à la gare avec un clochard. Ouais, moi je dis c'est souvent dans l'environnement, l'observation de l'environnement. Bah, c'est aussi pour ça, c'est aussi dans ça où, quand j'écris des choses, des chansons ou des scénarios, bah, où je m'inspire de l'environnement, de ce que Ouais. j'observe, ouais, c'est vrai que on s'inspire beaucoup de l'environnement. Quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué et aidé? Les rencontres ou la rencontre, s'il y en a qu'une, qui t'ont le plus marqué et aidé? Les rencontres qui m'ont marqué. Oh là là, mais tu sais, il y en a tellement. Ou seulement une, hein, si tu as seulement une, peut-être qu'une seule ou J'ai qui ont été impactantes, quoi. j'ai rencontré, si tu veux, quand j'ai lancé mon activité de coach sportif, donc comme je t'ai dit, j'ai dit bye bye à mon patron, mais j'étais paumé. Je ne savais pas ce que j'allais faire. J'avais peur d'aborder un client parce que dès que je demandais de l'argent à une personne, dans ma tête, il y avait comme un espèce de virus qui me disait: tu es en train de voler la personne. Donc, j'étais bloqué par moi-même. En fait, ouais, je ne savais pas comment vendre. En fait, pour moi, la vente, c'était quelque chose de mauvais, de négatif parce que les vendeurs, quand ils venaient à la maison, toquaient à la porte, c'était la peste, tu vois. Donc, pour moi, un vendeur, c'était pas quelque chose de positif. Donc, j'ai beaucoup galéré au début. Et j'avais plus de sous. J'avais plus de sous pour payer mes factures. J'avais plus de sous. Et puis j'ai appelé donc un ami qui avait ouvert un centre de fitness en Suisse. Il s'appelait Jean-Pierre et je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit: écoute, j'ai quitté mon job. J'ai plus beaucoup de sous et il faut que je lance mon activité. Et lui, il m'a dit: bah, viens, j'ouvre un fitness dans une semaine. Tu vas développer ton activité chez moi. Donc j'ai été chez lui et j'ai offert des séances, offert des séances, offert des séances et je vendais pas. Et au bout de 2 semaines, je l'appelle, je dis: écoute, je dors dans la voiture, je ne peux plus payer mon essence pour rentrer chez moi à la maison, j'ai fait aucune vente. Et il m'a dit: bon, viens au bureau. Donc j'étais au bureau et là, je me rappelle comme si c'était hier, il me regarde dans les yeux, puis il me dit: toi, quand tu vas en discothèque, je suis sûr que tu ne ramènes pas souvent de filles. Ouais, ça prend allez, ça c'est une petite claque là, ça a dû te donner une claque, quoi, non? Je le regarde et je lui dis, au début, je lui dis rien en fait. Je le regarde, je dis: mais quel connard. Et après, je lui fais: comment tu sais? Il m'a dit: parce que la vente, c'est la même chose. Si tu proposes pas à une fille à la ramener chez elle, mais tu vas jamais ramener personne. Et puis il m'a dit: à la vente, c'est pareil. Si tu n'oses pas dire à un client:
mon contrat, il est de tant d'euros, voilà, c'est ici qu'on signe, le client ne va jamais signer. Et moi, j'avais peur, j'avais peur des filles, j'avais peur de vendre et j'étais bloqué. Et là, il m'a aidé justement à casser des schémas. Mmh. Et voilà. Donc, lui, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Quels sont tes futurs projets sur l'année à venir? J'aimerais jouer mon one man show plus souvent. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc, pour l'instant, je m'autoproduis, donc je finance tout moi-même. Sauf le 29 février, il y a une commune de là où j'habite qui m'a engagé pour jouer mon one man show. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir m'améliorer sur scène, m'amuser encore plus. Et puis, qui sait, un jour pouvoir vivre de l'amusement. Ça, ce serait vraiment kiffant. Mmh. Et où te vois-tu dans 3 ou 5 ans? Dans 3 ou 5 ans, Dans 3 ou 5 ans, on va dire dans 3 ou 5 ans, ouais. tu sais que à l'époque, quand j'étais coaché, j'avais des projets à long terme, 3 à 5 ans. Et aujourd'hui, avec certaines expériences de vie, je m'aperçois que la vie, elle peut s'arrêter maintenant, donc, tu vois? Donc, je m'habitue de plus en plus à profiter d'aujourd'hui, de réaliser les trucs que j'ai envie de réaliser aujourd'hui, de faire confiance, en la vie ou l'univers, on appelle ça comme tu veux. Et je pense que si chaque jour tu accomplis quelque chose, tu es guidé par la vie. Et je ne crois pas qu'on puisse avoir un contrôle sur la vie. Mmh. Donc, d'ailleurs, il y a Amma, quand j'étais en Inde, qui expliquait un truc, c'est ce qui m'a fait changer tout mon état d'esprit, parce qu'avant, j'avais des projets 2, 3, 4, 5 ans. Et voilà, 5 ans, je veux 200 000 de chiffre d'affaires à l'année. J'avais des projets. J'essayais de me mettre dans un cadre, mais je m'apercevais très bien que j'arrivais pas à être dans un cadre. Moi, je pars dans tous les sens. Dès que j'ai des envies, des idées, j'ai envie de les réaliser. Je suis vivant quand je réalise une idée. Voilà, donc, j'essaie de ne pas me projeter. Et Amma disait justement, vous les Occidentaux, vous avez l'impression d'avoir le contrôle sur votre vie. Donc, vous pensez qu'en imaginant ce qui va se passer dans 5 ans, ça va se réaliser. Puis elle disait, c'est comme quand tu plantes une graine dans la terre. Il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en ligne de compte pour qu'elle pousse. Le premier facteur, c'est déjà de la planter en été ou au printemps. Si tu la plantes en hiver, donc ça ne va pas pousser. Donc, c'est la saison, c'est le timing. Après, il y a l'attention que tu mets à ta graine. Si tu ne vas pas l'arroser, si tu ne vas pas prendre soin de cette graine, elle ne va pas pousser. Donc, si tu ne prends pas soin de toi au quotidien, si tu n'agis pas chaque jour pour quelque chose, ça ne va pas pousser. Et puis après, elle dit, il y a la volonté divine. Elle dit, si une graine pousse, c'est parce que quelque part, quelque chose l'a fait pousser. Donc, il y a aussi cette part de vie, quoi, d'univers qui est responsable aussi de notre vie. Et j'ai pas mal de clients qui ont des grosses casses, tu vois, des gens qui ont eu des cancers, par exemple, qui avaient projeté tellement de choses à faire dans leur vie, puis la vie leur dit non, non, stop, ah, c'est pas ce chemin-là que tu vas prendre, cocotte. Maintenant, c'est cette pathologie qu'il faut traiter. Et puis souvent, je m'aperçois que la direction de vie, avec ce qui t'arrive, elle change quelque part. Mmh. As-tu, des nouveaux projets sur lesquels tu veux travailler? Oui, bah, j'aimerais travailler sur le coaching en ligne, comme je t'ai dit, et puis sur le spectacle, donc m'améliorer, m'entourer de gens qui m'inspirent et qui m'aident à développer ce côté artiste chez moi, et puis développer de plus en plus le coaching sur Internet pour avoir cette liberté géographique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. As-tu déjà fait des partenariats? Et quel type, de partenariat as-tu fait? Ou quel autre partenariat aimerais-tu faire? Il y a 3 questions en un, mais du coup, c'est voilà. Oui, alors moi j'ai des partenariats avec d'autres coachs sportifs qui m'enseignent des choses. J'ai eu des partenariats avec certains fitness, où c'était du win-to-win. Donc je pense que le partenariat, c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider à progresser, ça c'est sûr. Oui, donc du coup, tu as fait, pas mal, déjà pas mal de partenariats, et il y en a que tu aimerais, tu as des partenariats que tu aimerais faire particulièrement avec certains, ou avec des marques, ou avec certains, je sais pas. Bah, j'aimerais faire des partenariats avec, tu vois, toi tu es dans la comédie, dans la production, donc des partenariats avec des producteurs qui peuvent peut-être m'aider
avec des tourneurs peut-être, parce que c'est vraiment un métier. Je me suis aperçu que faire tourner un spectacle, c'est un métier en soi. Donc, je pensais au début pouvoir tout faire tout seul, mais c'est pas, c'est un métier. Donc, et je perdais un peu de créativité. Plus je suis dans un cadre où je dois gérer des structures, plus je perds mon énergie. Je sens que mon Ouais. énergie, elle diminue, ma créativité aussi. Donc, avoir des partenariats avec des gens qui croient à mon projet, des partenariats qui sont touchés par le message du spectacle, ça, ce serait vraiment top. Mais je pense que ça va se produire. Et si ça doit se produire, ça se produira. Quels sont tes 3 mots d'ordre dans la vie? 3 ou si tu en as un quatrième, j'accepte le quatrième. Santé, prendre soin de ta santé parce que à partir du moment où tu n'as plus ta santé, tu vois, tu as un AVC du jour au lendemain, tu peux avoir un bras qui ne fonctionne plus. Donc, la santé, c'est quelque chose qui a une valeur importante dans ma vie. La liberté, j'ai vraiment besoin de liberté dans ma vie pour me sentir bien. Et puis, l'humour. Je pense que le rire, il est tellement important et qu'on peut carrément soulager quelqu'un d'une douleur avec une plaisanterie, avec de l'humour, avec un spectacle. Donc, voilà les trois mots qui drivent ma vie. Qu'est-ce qui te fait peur? Ah, qu'est-ce qui me fait peur? Beaucoup de choses. La peur de ne pas être à la hauteur. Tu vois, à chaque fois que je monte sur scène, je me pose la question. Puis après, je fais un travail sur moi et je me dis, mais finalement, ce que je veux présenter aujourd'hui, c'est ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Donc, je ne peux pas faire mieux. Donc, donne le mieux de ce que tu es aujourd'hui et ça va très bien se passer. Donc, la peur de… La peur… Ça peut être la peur des araignées, des serpents. euh, la peur de perdre la liberté, c'est quelque chose aussi qui peut m'effrayer. Et ouais, je dirais que c'est les deux qui me viennent à l'esprit maintenant. Après, c'est vrai que la liberté, c'est est-ce que on est la question, c'est un peu qui peut faire réfléchir, c'est est-ce qu'on est vraiment libre dans cette société actuelle? Enfin, de plus en plus, même dans la parole, on voit, on peut pas forcément s'exprimer complètement comme on veut parce que soit elle est censurée, soit donc du coup la liberté, est-ce qu'on est vraiment libre, quoi? C'est la question. Je La liberté, pour moi, ça se passe… moi, je pense que ça se passe beaucoup à l'intérieur de soi-même. Tu vois, à partir du moment où tu commences à triturer l'esprit avec des croyances, avec des idées, avec des angoisses, déjà, tu perds ta liberté. Pour moi, la liberté, elle ne se passe pas vraiment dans le monde extérieur parce que on est dans une matrice, on est dans un monde qui fonctionne ou pas. Mais la liberté, pour moi, elle est plutôt intérieure. À partir du moment où tu es détaché des peurs que tu m'as mis sur la table tout à l'heure, que tu es détaché des choses, que tu es détaché d'une relation toxique, que tu es détaché de l'appât du gain, que tu es détaché de l'envie de prouver aux autres que tu es quelqu'un de bien, que tu es détaché de vouloir réussir, que tu es détaché de peur de ne pas réussir. À partir du moment où tu es détaché de tout ça, c'est la définition que j'ai de la liberté. Ouais, je pense que c'est ça, c'est comme on disait tout à l'heure, effectivement, le détachement, c'est vraiment difficile de le faire, mais je pense qu'une fois qu'on arrive à se détacher, bah, on a une forme de relâchement et on se sent libéré, quoi. Exact. Et du coup, quelle serait ta liberté si tu devais être libre totalement, ce serait de faire quoi? M'amuser. Faire de la scène, m'amuser, faire rire les gens. Euh, tout faire ce dont je suis pas encore conscient qui me procure de l'amusement. J'ai vraiment besoin de m'amuser dans la vie et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, je me suis pris pour un businessman et j'ai perdu cette espèce de pétillement de l'enfant à l'intérieur de moi. Je m'ennuyais, donc je gagnais très bien ma vie, mais je me faisais chier, c'était horrible. Et j'ai vraiment envie de m'amuser parce que j'ai cette conscience que la vie, elle n'est pas éternelle, qu'on ait 20, 30, 40 ou 50 ans, tout peut s'arrêter. Donc, j'ai envie de m'amuser. Donc, sur scène, peut-être, ou alors avec des enfants, faire rire les enfants, j'adore ça aussi. Donc, ouais, je veux m'amuser et puis oser exprimer ce que je suis, quoi. Donc, jouer des personnages, j'adore ça. Et si Ouais, j'avais la liberté totale, je vivrais de l'amusement. ouais, c'est bien. Que fais-tu pour te relaxer et te détendre?
C'est pas facile, hein. Même en tant que comédien, arriver à se déstresser, c'est souvent après on a peut-être ses astuces. Du coup, qu'est-ce que toi tu fais pour te relaxer, te détendre? Alors, soit je bois un bon verre de rouge, j'aime bien le rouge, soit je médite, j'adore méditer, ça m'apaise énormément. Mm. Soit j'écoute Cabrel. Cabrel, je sais pas pourquoi, mais dès que je mets Cabrel, c'est comme si mon niveau de stress passe de ici à ici. Donc, il y a des chanteurs comme ça, je ne peux pas expliquer pourquoi. Euh, Ils ont cette capacité de m'apaiser. Donc, il y a d'autres morceaux de musique qui m'apaisent énormément. Donc, la musique, ça m'apaise, ça me déstresse. La méditation et rigoler avec mes potes, avec mes meilleurs amis. Quand je l'appelle, on va boire un verre ensemble, on déconne, on est complètement absurde, on fait des trucs complètement cons, ça me fait déstresser énormément. Mm. Ne pas prendre trop la vie au sérieux parce que c'est pas si sérieux qu'on veut bien le croire. Ouais. Et du coup, tu t'entraînes à prendre l'accent de Cabrel parfois en écoutant trop son petit accent. Ouais, je ne maîtrise pas l'accent de Cabrel, mais faudrait que je fasse une parodie. Et alors, Mais bien sûr, on rappelle l'alcool à consommer avec modération, parce ah que ouais, c'est plusieurs fois ça. le vin de rouge, oui, bien sûr, softement, s'il vous plaît. On ne sait jamais si des enfants regardent, quoique même Ouais. des adultes, voilà. Euh, et Mais penses-tu que... c'est Ouais, comme tout, c'est comme, tu vois, c'est comme le sport à outrance, ça devient dangereux. C'est comme ouais, ouais. la vitesse à outrance, ça devient dangereux. C'est comme l'alcool à outrance, ça devient dangereux. Tout devient dangereux à partir du moment où on exagère, tu vois. Fumer un cigare de temps en temps, quelqu'un qui aime fumer un cigare, pourquoi pas? Fumer tous les jours, ça devient nocif. Donc, c'est vraiment apprendre toujours avec modération, ne pas rentrer dans les extrêmes. Je pense que c'est super important. Ouais, trouver un juste milieu, bien que là, tout ce qui est cigarette ou alcool, même si c'est une petite, même si on croit que c'est un petit verre, une mini goutte, en fait, dans le corps, ça apparaît comme beaucoup, on voit pas, mais ça apparaît comme une grosse quantité. Et ça, c'est par rapport aux paroles de naturopathe qu'on me dit qu'effectivement, là où on croit que c'est un petit verre, en fait, bah, ça peut abîmer quand même, ne serait-ce que pour la cigarette, les poumons ou machin. Bien C'est sûr. voilà, c'est Mais c'est comme l'obsession d'être en bonne santé est une maladie en soi. Donc, d'être obsédé tous les jours pour être en bonne santé en ayant peur qu'il t'arrive quelque chose, c'est aussi une sorte ouais, de maladie. Donc, il faut trouver un équilibre, si tu veux, entre, oui, mon ouais. équilibre à moi, et je ne dis pas que c'est le meilleur, c'est 80-20. Donc, 80% du temps, je prends mes vitamines, je fais mon sport, j'ai une hygiène alimentaire qui est équilibrée, et 20% du temps, j'ai du fun, j'ai du plaisir. J'aime Loi aller de manger Pareto, la loi de Pareto, 80-20. voilà, exactement. Et j'adore partager un moment avec des amis au restaurant, un bon repas. Voilà, cet équilibre-là, pour l'instant, c'est le mien. J'étais dans le 100% focus, santé, pas d'alcool, je buvais que de l'eau, je sortais pas, j'allais coucher à 10 heures le soir, je me levais le matin, je méditais. J'étais un robot. Et je me suis aperçu que ça m'a fait dévier, si tu veux, d'une certaine vie sociale que j'aime quand même, tu vois. Bah, surtout qu'à l'heure actuelle, plus on entend des choses où, alors là, dans tel aliment, c'est nocif. Là, donc en fait, plus on entend tout ça, plus on se dit, bah, en fait, on peut plus rien manger parce que ni plus rien boire parce que on trouve des trucs qui vont pas. Donc en fait, au final, effectivement, il faut trouver un juste milieu parce que sinon, on ferait plus rien, on mangerait plus, on buvrait, on buvrait, boivrait, enfin, on On buvrait plus. boirait, Voilà. Bref, on boirait plus autant un d'alcool. petit dictionnaire. Voilà, bon, Non, c'est. mais on ne contrôle pas. Tu vois, il y a des gens. Comment tu expliques, Malice, qu'il y a des gens qui ont un bide comaque, Ouais. qui boivent de l'alcool, qui fument des cigarettes, qui ont une vie mais déplorable, mais qui rigolent tout le temps. C'est des bons vivants. Ils ont 80 ans, ils sont joyeux. Tu vois la lumière dans leurs yeux. Tu vois, ils sont pleins de vie. Et tu en as d'autres qui font du sport, qui ne boivent pas d'alcool, qui sont en train de pratiquer ce qu'on leur dit de pratiquer au niveau de la naturopathie. Ils prennent leur complément alimentaire. À 47 ans, AVC, mort. Il n'y a aucune explication logique à ça. Donc, oui, on doit faire attention. Enfin, on doit.
Si ça nous fait plaisir de faire attention à notre alimentation et puis qu'on se sent bien, c'est bien. Mais si ça devient une obsession, c'est aussi générateur de stress, tu vois. Mmh. Et le stress, ça tue aussi. Donc le bon vivant qui boit l'alcool, qui fait tout faux par rapport à tout ce qu'on a toujours entendu, mais qui est joyeux, qui a une vitalité incroyable parce qu'il vit, il vit tout simplement, et, et il vivra jusqu'à 90 ans. Et après, peut-être la personne, voilà. Donc aujourd'hui, en tant que coach sportif, c'est mon métier de faire prendre conscience aux gens qu'il y a des risques, tu vois. Il y a plus de risques de mourir d'un AVC si tu as une hygiène déplorable. Mais je suis obligé de constater que parfois, il y a des cas que je ne peux pas expliquer. Mmh. Ils font tout faux. Par rapport à ce que j'ai appris, ils font tout faux et ils sont là. Donc, et d'autres, j'ai des connaissances qui étaient vraiment incroyablement strictes, qui ont eu des grosses casses de santé. Donc, je ne peux pas dire que j'ai la solution parce que je ne l'ai pas. Ouais, bah, je pense que je sais pas s'il y a vraiment une solution miracle. Je pense qu'il faut trouver sa solution, je pense. Et penses-tu qu'une femme peut être autant auto-entrepreneur qu'un homme, puisque du coup, par rapport aux par rapport à la société actuelle qui conditionne la mentalité masculine en disant une femme doit rester à la maison pour faire les tâches ménagères, du coup, est-ce que tu penses qu'une femme peut être autant auto-entrepreneur qu'un homme? Moi, je pense qu'une femme est plus forte qu'un homme, ça c'est certain. D'ailleurs, si l'univers a choisi de faire accoucher une femme, c'est qu'il savait certainement qu'un homme n'aurait jamais pu supporter cette douleur. Donc, pour moi, une femme, elle a des forces. C'est un équilibre en fait. Si tu veux, je pense qu'une une femme a certaines comment expliquer ça? C'est l'énergie du masculin et du féminin, donc il n'y a pas un qui est en dessus de l'autre, c'est un équilibre. Et à l'intérieur de nous, on a tous une partie masculine, une partie féminine. Il y a certaines femmes qu'on peut observer qui ont une partie masculine qui est beaucoup plus développée qu'une autre et qui sera une businesswoman supérieure à la plupart des hommes et vice-versa. Donc il n'y a pas vraiment de... Je ne pense pas qu'une femme soit moins capable qu'un homme de devenir entrepreneur, pas du tout. Et je ne pense pas non plus qu'un homme soit moins capable qu'une femme d'élever des enfants. Je pense qu'il y a pas à mettre les gens dans des cases, il n'y a pas à trouver le plus du moins. Et, et moi, autant l'homme que la femme me fascinent dans leur énergie. Mmh. Donc, donc oui. Voilà. Bah, merci. Du coup, c'est la dernière question. Donc, merci d'avoir répondu, d'avoir voilà, été authentique et pouvoir enfin, avoir accepté voilà, d'être venu pour cette interview. C'était sympa. Et Euh, toi? voilà, pour l'heure, du coup, bah, vous pouvez toujours suivre ce qu'il y a suivre la chaîne et l'actualité de l'association, donc Studio Création. Et, et du coup aussi pour ceux qui veulent une interview, du coup je parle pour d'autres, voilà, qui veulent des interviews qui sont pas de l'académie, vous aurez tout en barre de description qui à suivre, voilà, avec un petit tarif symbolique, mais voilà. Donc du coup vous pourrez lire ce qu'il y a en bas pour tout lire la barre de description, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de choses. Souvent, on lit pas jusqu'au bout, mais c'est important. Voilà, donc j'espère que tout ça, ça vous plaira. En attendant, je vous dis portez-vous bien et vous dis à très vite pour de prochaines interviews. Et toi, bah, du coup, bah, merci encore à toi Merci beaucoup. et voilà.